Il y a Chusville. Ah, non, c'est au putain, tu vas le retirer tout de suite. Parce qu'il n'a pas entendu. Et puis, il y a Légion Légionnaire, que je n'avais pas revu depuis tant d'années. Oui. Et ça te fait rire, ça. Ah, ben, je répète tout pour qu'il... C'est bien deux vrais guignols, ces deux-là. Ils font un petit document pour les journalistes internationaux pour qu'ils disent ce que la mairie ne vous dira pas, quoi. Oui. Pour le G7. Exact. Cette vidéo, ce Dazibao, s'adresse en premier lieu aux journalistes qui vont couvrir les réunions du G7 à Lyon les 25 et 26 juin 1996. Nous sommes quelques citoyens lyonnais choqués par l'insigne médiocrité des projets développés par l'équipe de M. Raymond Barre. Que veut-il montrer de Lyon ? Plus que jamais, la minceur du projet culturel lyonnais nous fait honte et nous avons décidé de contredire la voix de notre maître. Inutile de vous attendre à du politiquement correct. Cependant, bienvenue à Lyon, welcome in Lyon. What do you think about G7? Maybe don't speak English. Qu'est-ce que tu penses du G7? Nous sommes un lundi matin dans la gare de la Part-Dieu et nous attendons tout simplement le premier magistrat de la ville. Parce que figurez-vous que chez nous, M. Raymond Barre, le maire de Lyon, donc, n'habite pas Lyon. Il continue d'habiter Paris. C'est beaucoup plus confortable pour lui et pour sa carrière. Il faut voir là l'immense mépris de Raymond Barre pour les Lyonnais, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est élu dans cette ville depuis 1978. Ça fait 18 ans qu'il vit à l'hôtel, même s'il fait croire qu'il a un appartement à Lyon, dont on peut noter en passant qu'il a dû prendre les plus mauvais artisans de la ville pour le mettre en état d'être habité, puisque 6 mois après son annonce de location, il n'a toujours pas emménagé. Donc il continue à arriver par le train, par le TGV du matin de 10h17 du matin, monsieur le maire de Lyon, Raymond Barre, revient de sa résidence principale qui est à Paris. Lyon-Part-Dieu, ici Lyon-Part-Dieu. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Correspondant. Déjà des mesures de sécurité très minimum pour le premier magistrat de la ville. Descend du train absolument seul, pas de garde du corps, pas de revolver, personne pour le garder. D'accord ? Je ne suis pas menacé. Quand on voit tout ce que se prépare pour le G7, les mesures de sécurité, et on vous voit venir paisible tout seul à Lyon sans garde du corps, c'est chapeau. Oui, vous savez, ils ne vont pas me descendre. Non, bah... Et puis si c'est le destin, c'est le destin. Ah bon. Dernier plan, quand tout d'un coup... voilà. Raymond Barre, Paris. C'est la voiture de Monsieur le maire, ça. Voilà, comme ça. Photo officielle qui, merci, c'est rare le photographe qui sont pris. C'est bien, là. On va donc retrouver dans le petit bulletin municipal, bien entendu, vantant les qualités de cette équipe. C'est des Américains plutôt. C'est un accord avec les gouvernements étrangers. Oui. Toutes les fois que les chefs d'État et de gouvernement se déplacent, et notamment pour le G7, les mesures de sécurité sont considérables et impitoyables. On voudrait travailler avec M. Damizian, lui poser une question. On fait un reportage sur le G7, s'il vous plaît. Vous voulez quitter un peu le magasin, là, un petit peu? Donc pour le G7, nous faisons rentrer des vêtements de très bonne qualité pour ces messieurs de la CIA, du FBI. Oui. Ça va être eux, nos principaux clients, tu penses? Ah bah bien sûr. Bah attends, ils sont déjà passés, tu sais. Regarde, alors ça c'est pas... Quand ils suivent quelqu'un, tu vois, et puis tac, ils sentent qu'ils sont reconnus, hop, ils retournent leur veste, le maillot, leur veste, c'était eux. Oh, et tac, hop, et le mec dit, ah, c'est pas possible, il avait un maillot jaune, maintenant il est bordeaux, ça peut pas être un mec de la CIA. Les Légions légionnaires. Rentrez. Allez. Bonjour. Bonjour.
On est en train de faire un petit Dadzibao vidéo. Hein. Ouais. Hein. Donc je répète le titre, grosso modo ça devrait être tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lyon, mais que la mairie ne vous dira pas. Et la question qui se pose, c'est que pendant une semaine, on va être emmerdé dans notre vie de tous les jours. Oui. C'est ça? Oui, par exemple. On va pas pouvoir circuler, il va y avoir de la police de partout, on va être contrôlé, on va pas pouvoir aller casser la croûte à Saint-Jean, on va pas pouvoir... Le parc de la Tête d'Or va être un peu bloqué. Oui, tout va être fermé. Bon, Lyon, non, enfin les Lyonnais, je pense pas qu'ils en tirent grand-chose, effectivement. Est-ce qu'en voulant organiser le G7 à Lyon, les Lyonnais ont voulu modifier l'image de Lyon? L'image, bon, capitale, saucisson, graton, bon restaurant. Je vois pas, je sais pas. C'est peut-être regrettable que le Parti Socialiste ne dise pas ce qu'il a envie de dire sur ce sommet. Moi j'aimerais, mon militant socialiste, voilà. J'aimerais bien connaître ce que mes instances, enfin les instances locales, la fédération, pensent de ce sommet. Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas bien eu de réaction sur ce sommet. Ni commentaire, ni prise de position. Ah, non. Moi non plus. Hein, j'ai rien vu. Marrant. Ben, on n'a pas grand-chose alors. Non. Qu'est-ce que tu veux, André? Bon, ben on regrette un peu. Donc, vous pensez pas que c'est beaucoup de gaspillage pour pas grand-chose quand même? Il peut pas bien. Gaspillage, bon, je connais mal, je sais pas, le coût va être certainement très élevé de ces fêtes du G7. Mais voilà. Ouais. On sait pas. Non. D'accord. Banco, on va pas vous embêter. Non. Je suis désolé, pas de problème. Faut jamais être désolé. Ah. Non, jamais désolé. Non. La prestation, elle est pas bien bonne. Ouais, non, mais peu importe, le problème, il est pas là, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un petit truc, un petit signe de complicité là-dessus, pour dire, bah, allez voir un tel, ou il y a peut-être un dossier qui pourrait vous intéresser, c'est peut-être ça, on attendait qu'on nous donne quelque chose, quoi. Au revoir. Non, au revoir. Qu'est-ce que vous pensez du G7? Le G7 qui va avoir lieu là. Le contre, le off ou le Ah, officiel? voilà, ça c'est bien. Allez-y, alors. Et alors? Je n'en pense à rien. Encore une responsable politique qui ne veut pas. Oh non, ah bon, merci beaucoup. Non, une demi-journée. Les hommes politiques sont là qu'une demi-journée, je crois. Oui, ah oui, voilà, c'est ça. C'est vrai en plus. Bonne journée à vous. Que pensez de cette fatalité pour une ville comme Lyon d'être obligée d'aller se chercher un guide suprême en dehors de la ville à cette période de l'existence de la ville? Pourquoi? On n'est pas foutu d'en trouver un comme ça? Oui, mais on peut répondre peut-être pourquoi pas. D'accord. Parce que le guide suprême qu'on aurait trouvé à l'intérieur... Où est-il? Non, c'est une manière peut-être de se défendre aussi. C'est peut-être une façon de se dire qu'au moins on aura beaucoup de choses à reprocher à un étranger plus tard. Et alors là-bas, un petit peu plus loin, est en train de disparaître l'un des vestiges lyonnais, le fameux Palais des Congrès. Quand on était petit, c'était là qu'on allait voir le film Ben-Hur sur écran en Todao. Donc vous voyez, on voit très bien maintenant le chantier, au bout de cette fameuse cité internationale. Vous pensez bien, une ville de 480 000 habitants a besoin d'avoir une cité internationale à l'intérieur. Donc voilà, on est en train d'assister à des travaux pharaonesques, on dit, je crois, quelque chose comme ça. Donc alors voilà, nous sommes dans ce fameux, devant le musée d'art contemporain lyonnais. C'est comme ça. Alors on a dépensé beaucoup d'argent, vous avez remarqué que tout le quartier est en transformation. Comme le G7 a lieu au mois de juin, résultat des courses, la ville et la région vont dépenser quelque chose comme 5 à 6 millions de francs pour camoufler les travaux. Ces travaux sont propres, regardez. Mais non, la ville va dépenser 5 à 6 millions à fonds perdu, vous savez, pour faire comme dans les républiques bananières, quand le pape arrive,
on cache les bidonvilles. Là, on va faire pareil. Pour pas déranger les chefs d'État, pour ne surtout pas les déranger, on va masquer tout ça, vous comprenez? Voilà. Alors regardez bien, musée d'art contemporain, hein? Tout ce qui se fait sur Lyon, on est toujours plus ou moins mis devant le fait accompli, c'est le fait du prince. Alors quel que soit le prince, là en ce moment on a changé de prince, on est passé de Noir à Raymond Barre. Et on a le même fonctionnement, à savoir qu'on est mis devant le fait accompli, qu'il y a les édiles culturels qui drivent ça à leur manière, d'une façon très, je dirais très prétentieuse, très autoritaire, très antidémocratique au demeurant. Il faut souhaiter que ça ne devienne pas une espèce de palais des congrès bis, qu'on a cassé d'ailleurs pour que ces gens puissent se balader sur un gazon, alors qu'on vient de sucrer toutes les subventions pour les écoles de musique, pour les cours de langue étrangères. C'est complètement fou. On vit complètement à rebours de ce qu'on pourrait appeler, disons, une culture démocratique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation du G7 à Lyon? Je suis très mécontente parce que je devrais voir cette exposition Colin Thibault et elle est annulée. Enfin, et on vous a pas prévenu? Et c'était pas prévu. Ouais. Bah, voilà. Et en plus, je crois que jeudi, il y avait une visite organisée, guidée par Colin Thibault. Voilà. Et voilà. Et donc, et bah voilà, c'est sympa. C'est le G7. Vive le G7. Super. Bonne journée. Merci. On voit avec quel talent vous avez fait le portrait du président de la République française. Est-ce que vous n'avez pas l'intention un jour de vous occuper du portrait du premier magistrat de la ville de Lyon, Raymond Barre? Je peux vous dire que Raymond Barre, la femme de Raymond Barre, a été la domestique à Budapest de mon père à l'époque où il était attaché militaire. Et qu'elle m'a torché le cul quand j'étais gosse, n'est-ce pas? Que sa femme est une Hongroise, n'est-ce pas? Et une Hongroise qui était partie avec un évadé français qui rentrait, je crois, de Ravarouchka. Et elle est venue à l'ambassade de France dans les années 43, n'est-ce pas, comme soubrette. Et après avoir réussi à épouser cet évadé, elle s'est évadée elle-même vers la France. Et là, en seconde noce, elle a épousé Raymond Barre. Alors c'est un souvenir n'est-ce pas, que je me plais à évoquer quand j'arrive à Lyon, etc. Mais cela étant dit, je trouve que, évidemment, Noir était peut-être informant, mais il est certain qu'il se passait peut-être plus de choses avec sous Noir que sous Barre, n'est-ce pas? Bon, mais écoutez, on peut avoir un maire dormant, ça peut être bien, non? Des lacs, des eaux dormantes, des fleuves silencieux, calmes et paisibles. Et bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, n'ayant jamais fait personnellement de campagne électorale à Lyon, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas savoir. Mais je sais que le visage et la personnalité de Barre a quelque chose de rassurant, mais aussi de profondément ennuyeux. Pour la télévision? Bien sûr, oui. Quel pays tu viens? Roumanie. Raymond Barre, il fait quoi? Il fait de la politique pour les concierges. Et la politique pour les concierges, c'est les pièces de monnaie, les pièces jaunes qu'il y a dans le porte-monnaie. Et c'est celle-là dont il est question dans les économies. Alors, on prend sur les petites choses qui ne coûtent rien. La suppression des cours de langue dans les écoles primaires à Lyon, c'est un pet de lapin par rapport au budget. C'est quelques millions de francs. Avec l'argent qu'on dépense pour le G7 à Lyon, les 13 millions de francs, on pourrait couvrir cette prestation indispensable pour au moins 5 années. C'est de la ladrerie, des économies de bout de chandelle, mais en même temps, quand on économise des bouts de chandelle, on fait sérieux et bon gestionnaire pour les concierges, et en même temps, comme ça, si on fait de la débauche financière par ailleurs, on peut toujours se planquer derrière un certain nombre de faits évidents, ceux qu'on voit passer dans les informations, dans les journaux. Mais c'est qu'il a supprimé aussi quantité de choses dans les écoles, quoi. Ah bon, il n'y a pas que l'anglais? Il n'y a pas que l'anglais, il y a aussi les enseignements dits, toute l'aide qu'une municipalité apporte aux enseignements d'éveil, quoi, qui nécessitent d'acheter un certain nombre d'accessoires, des trucs comme ça a été enlevé. Pour le sport également, quoi, pour la culture. Normalement, les enfants devraient avoir un enseignement de natation
à partir d'un certain âge. Je ne sais plus quelle classe c'est exactement. Bon, je la connais. Tu as fait ton marché. Les piscines sont suffisamment de créneaux libres, etc. Donc il y a beaucoup d'enfants qui n'y ont pas droit. Alors encore, on fait cul serré, et pour pas dire cul béni, quoi. On assiste toujours à une diminution de la part du culturel dans cette ville, c'est-à-dire ça dure depuis des années, sous des prétextes divers. Quelquefois c'est l'argent, enfin c'est plus facile de parler d'argent, et quelquefois c'est un rejet de la part des élus. Moi la question que je me pose, c'est vrai que je suis républicain et pour la démocratie, mais comment pourrait-on faire pour que les élus, ceux que nous désignons, soient un peu plus instruits que nous, un peu plus ardents que nous, quoi. Comment peut-on faire? Parce qu'on leur confie ensuite des sujets qu'ils ignoraient totalement la veille du scrutin, et puis après ils deviennent savants là-dessus, et ça, je trouve que c'est un danger, ça. Un danger parce que même s'il n'y a pas de mauvaise volonté au départ, mais c'est aussi une sorte d'attitude lyonnaise, parce que quand on dit les Lyonnais sont ceci, cela, je trouve que c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas classer tous les individus de la région dans la même catégorie. Mais il y a une attitude qui consiste, presque une sorte de satire à la Guignol, qui consiste à détruire tout ce qui pourrait se faire, en disant « Oh ben ça y est, il a encore inventé quelque chose ». C'est toujours quelque chose qui apparaît comme une nouvelle démarche, est toujours rejeté d'une façon faussement populaire. Nous sommes place des Terreaux, qui est la place historique en quelque sorte de Lyon. Derrière l'hôtel de ville, le bureau de monsieur Raymond Barre qui est ici. Bref, donc cette place a été livrée il y a 1 an environ. On a fait appel à un artiste international qui s'appelle Daniel Buren. Comme vous le voyez, Daniel Buren, vous savez, c'est cet artiste qui travaille souvent avec ligne noire, ligne blanche. Bien entendu, il a proposé ce travail à la ville. 40 pages de contrat, tout a été fait. Seule erreur de la ville, c'est d'accepter des pierres comme celles que vous venez de voir, sur lesquelles passent toute la journée des bus, des camions et des voitures. Ces pierres étant fragiles, et on est obligé de les changer sans arrêt. Donc vous voyez déjà que toute la chaussée en moins d'1 an a été rapiécée, parce que rien ne tient. Et ça, il est évident que dans la facture d'entretien de la place, ça va coûter une fortune. Regardez ces bus, regardez-les passer sur les lignes. Regardez les cailloux dans l'état où ils sont maintenant et vous avez tout compris. Voilà, on voit bien ce qui se passe ici. Regardez-moi ça, toutes ces pierres sont foutues. Toujours la place des Terreaux est toujours un élément du décor imaginé par Daniel Buren. Donc, et comme vous pouvez le constater, bon ben voilà, et ça a à peine 1 an bien sûr ça aussi, et c'est tout dégueulasse. Au départ c'était un double banc, blanc et noir. Comme il n'arrêtait pas de s'affaisser, oh ben, ils ont simplifié le problème, hop, ils ont mis un cube, et puis voilà, tout va bien. Nous sommes place des Terreaux, aujourd'hui c'est lundi, et donc la place qui est devant la mairie lyonnaise. Imaginez, il est 17 h seulement, regardez dans l'état où se trouve un peu une place comme ça, c'est dément. Sous la fontaine dont on parlait, la fontaine qui est due au sculpteur Bartholdi d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, il y a des vieux journaux, c'est absolument dégueulasse, et vous êtes dans le cœur de Lyon, ça. Et ça, je peux vous jurer que le jour du G7, bizarrement, il y aura des cantonniers toute la journée qui sont ici. Tout. Donc là, nous sommes dans un immeuble abandonné de la Croix-Rousse, vous savez, cette colline sur laquelle s'est bâtie une partie de l'histoire de Lyon. Bon, ben, vous voyez que les lieux, bien entendu, ont été réinvestis par, comme on dit, le Raymond Barre, par des jeunes. Donc des artistes, des sculpteurs, des gars qui font de la performance et qui se débrouillent
tant bien que mal pour arriver à vivre dans une telle ville. Donc c'est assez drôle d'être à 1 kilomètre à vol d'oiseau de ce musée d'art contemporain que nous avons visité tout à l'heure et de voir que la création contemporaine, finalement, il faut aller la débusquer en quelque sorte dans les quartiers bien souvent pourris de la ville de Lyon. Mais là, bizarrement, il n'y a pas d'argent pour réaménager tout ça. C'est certain qu'on préfère aller dépenser 6 millions de francs. On va faire un tour ailleurs, André ? Non. Monsieur Charder, c'est Chuseville et Lijon. On vient à quel étage, tu crois? Eh ben d'accord, alors. C'est ça, moi, que je trouve vraiment toujours, et particulièrement là, dommage dans cette ville, toute municipalité confondue, oui. J'en ai peur, c'est la minceur du projet culturel avec un grand K, hein. Je veux dire, c'est pas forcément de donner plus d'argent au Célestin, à l'Opéra ou au Théâtre de la Cité, de Villeurbanne, sous-entendu. C'est le projet culturel, au sens que ce qui fait vivre les gens, c'est pas seulement de dire on va ramener des industries dans le centre-ville et on va faire passer des grosses péniches sur la Saône. Bon, d'accord. Mais une nouvelle municipalité arrive, elle met l'adjoint à la culture au 17e rang, c'est vraiment symboliquement tout à fait déplorable. Enfin. Oui, alors évidemment, la position de l'adjoint à la culture dans la grille hiérarchique de la municipalité de Raymond-Barre est à ce titre-là, me semble-t-il, assez clair, 17e sur la liste. Ça fait quand même un peu queue de peloton, quoi. Alors bon, pas lanterne jaune, mais quand même pas très luisant. Ça, c'est un rang qui a étonné tous les gens que nous avons interviewés. 17e dans l'ordre du protocole. 17e. Mais l'adjoint 17e position est un garçon, certes sympathique, mais qui passe son temps à dire « je ne suis que 17e et j'ai l'argent du 17e », c'est-à-dire pas grand-chose. Je trouve vraiment surprenant qu'à la gastronomie, on soit contraint dans la capitale de la gastronomie de faire manger les femmes de ces présidents qui vont se réunir dans le studio de danse de l'opéra. Oui, alors ça, déjà, un studio de danse, avant c'était sacré, il ne fallait pas y marcher autrement qu'en chaussons. Voilà que maintenant on va y mettre les pointes aiguilles de ces dames. Et puis, les autres, les hommes, vont manger à l'hôtel de ville. Et pour ce faire, on est obligé de climatiser l'établissement. Alors il faudrait voir de très près comment cette climatisation est faite. On nous a dit, et moi je n'ai pas pu vérifier, qu'on a quand même dû pour ça sacrifier un certain nombre de mètres carrés de parquet du XVIIIe siècle, par exemple. Pour installer une clim. Voilà. Et puis peut-être que cette clim va marcher ou pas marcher, de toute façon, elle sera après, elle servira à quoi, on ne sait pas. Alors ça c'est comme ça, on fait manger des gens dans la capitale de la gastronomie, on les fait manger dans une salle d'hôtel de ville, il y en a partout dans le monde, des hôtels de ville, il y en a partout. Il n'y a rien d'original, je me dis, peut-être on aurait fait tantôt chez Bocuse, tantôt chez... Bordasso, je ne sais pas quoi, oui, quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on veut montrer de Lyon? Et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'il y ait des gens assez courageux pour... Qu'est-ce qu'on veut montrer de Lyon? Que Lyon, c'est quoi? On va montrer tout ce qu'elle n'est pas. Je crois qu'on va résumer, on va faire la liste de tout ce qu'elle n'est pas. Capitale de ceci, capitale de cela. Je dis mon sentiment, je dis notre sentiment, parce que j'aime pas parler en mon nom, mais dans les conversations de certains groupes d'amis ou d'artistes, on a toujours eu l'impression que Lyon se trompe de route. Elle affiche partout capitale de la gastronomie, capitale de la marionnette, capitale, c'est capitale de tout. Bon, c'est tout le contraire qu'on souhaiterait dire. C'est la plus petite des capitales d'Europe. C'est la toute petite, mais avec une qualité de vie qui devrait être l'attrait essentiel de cette vie. C'est l'attrait d'une vie encore possible, conviviale. Je n'avais pas le terrain de tromper parce que tout le monde était marron, chêne blanc. Non? Chêne blanc. Il faudrait que ça s'offre les cigares peut-être, on fume pas comme ça au milieu. Alors, moi, non, mais je sais qu'André,
malheureusement, je crois qu'il aime beaucoup les trucs comme ça. Mais il aura droit, en vrai. Mais quand il aura travaillé. Mais oui, quand il aura travaillé, parce que j'imagine difficilement qu'il ait un prolongement. Il n'arrive pas à faire les deux. Oui, tant qu'on n'aura pas inventé le cigare numérique. Non. Venez vous asseoir. Allez, d'accord, très bien. On va vous expliquer ça, c'est de la machine, de la révision, de la gastronomie. On est toujours capitale de quelque chose. Drôle d'essayer d'être la capitale d'une certaine désinvolture, d'une certaine indifférence à tout ça, parce que ça, on avait les moyens de le faire. Oui. Et on aurait pu inviter Clinton à manger une andouillette à 10h du matin dans un bouchon quelconque. Madame Clinton, on aurait emmené dans une boîte de nuit. On est d'accord que c'est un petit peu une des qualités supposées lyonnaises, cette possible convivialité. Oui, il aurait fallu, dans par cette exemple, ville. organiser un peu la débauche, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu dire Lyon, c'est une ville des turpitudes secrètes, profitez-en. Oui. On va vous arranger tout ça. Remarque, peut-être que c'est fait et qu'on ne le sait pas, parce qu'il y a aussi cet aspect de Lyon, c'est que tout ça n'est peut-être que pour reconstituer moralement le brouillard disparu, et que ça fait pour nous cacher en réalité une espèce de gigantesque orgie qui se prépare et à laquelle on ne serait pas convié. Là, il y a un problème qui existe depuis toujours, qui est une sorte de méfiance, mais c'est plus que de la méfiance, c'est peut-être de la haine pour les créateurs finalement. Bon, c'est désagréable que j'ai à dire ça moi, parce que j'ai l'impression de faire une espèce de revendication pro-domo, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est une constante tellement claire. On a vu aussi dans les arts plastiques... Le créateur dérange ici. Oui, il dérange, il se sent malvenu, il se sent une espèce de pièce rapportée, et on ne lui fait de toute manière aucune confiance. On s'aperçoit qu'on veut bien, à la limite, considérer que sa présence sera tolérée, mais à condition qu'il la boucle et qu'il n'ait pas de prétention à faire des propositions. C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas être un citoyen, ça peut être éventuellement une potiche. Moi, ce qui me fascine, c'est cette espèce de constance dans l'erreur qui finit par être, effectivement, par rassurer tout le monde. Si on discute avec quelqu'un qui a un poste d'adjoint à la mairie et qui est quelqu'un qui est présenté comme un poste de pouvoir, c'est très rare que cette personne dans le privé ne soit pas la personne la plus critique. C'est ceux-là qu'il faut que vous voyez, parce qu'ils seront bien plus méchants que nous. En effet, à propos de projets culturels, et encore une fois, je ne parle pas seulement de jouer une pièce ou deux, mais il me semble qu'on aurait pu donner un message fort. On s'est dit, si le G7 est la réunion des 7 pays les plus industrialisés, les plus riches de la Terre, pourquoi ne pas inviter un artiste en provenance des 7 pays les plus pauvres de la planète? Voilà, ça c'était un vrai concept. La France, terre d'asile, terre des droits de l'homme, c'était une sorte de message. Vous ne pouvez pas faire partie du tour de table parce que vous n'êtes pas riche, etc. Bien, mais on vous respecte. On respecte votre culture et vos coutumes. Et là, on montait à Lyon le plus beau concert de world music, cette musique en plus qui triomphe actuellement aux 4 coins de la planète, ce mix mondial en quelque sorte. On aurait eu sur scène par exemple le Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, on aurait eu un Zaïrois, un Jamaïcain, un Kenyan, que sais-je, beaucoup d'artistes francophones en passant. Et là, on montait une vraie soirée qui avait une signification, tandis que là, c'est spécial grenouillage en famille. Lyon, c'est une ville bananière. Il faut s'y faire. C'est comme ça. On fait venir à Lyon des gens qui sont dans le pays de ceux qui viennent. C'est vraiment l'absurdité totale. Oui. Et là, tu entends? Ouais. Bref, c'est ici même, dans cet endroit, qu'une société avait essayé de monter la soirée Polaris il y a 2 mois, au début de l'année 96, donc une rêve. Les
ces rêves, ces soirées qui sont organisées un petit peu partout et qui correspondent à la musique techno, dance, chère à tous les gamins d'aujourd'hui. Eh bien, à Lyon, ils ont réussi l'exploit d'embrouiller les organisateurs pendant des mois avec le contrat, en leur réservant la soirée, en les laissant dépenser énormément d'argent pour faire la promotion, et au dernier moment, revirement, la mairie de Lyon n'a accordé une autorisation pour cette soirée jusqu'à minuit ou minuit et demi. Ce qui a fait que la blague qui triomphe actuellement sur le net, Internet, c'est Lyon, la seule ville au monde où les rêves se terminent à minuit. Voilà. Alors, on va voir monsieur Vaucanson, qui est le directeur de cette halle Tony Garnier, qui dépend bien entendu de la mairie de Lyon, et les décisions sont prises par le maire, monsieur Raymond Barre. Alors, bien sûr, monsieur Raymond Barre, une rêve musique techno, c'est peut-être un peu éloigné de ses racines. Et voilà, donc, Vaucanson va nous expliquer l'imbroglio qui finalement a entraîné l'annulation de cette rêve parce que les organisateurs ne pouvaient pas faire une soirée, faire payer des mômes 250 francs. Certains venaient d'Allemagne, de Belgique, de toute la France pour cette soirée. Donc ils ont préféré, bien entendu, annuler cette rêve. Voilà, et ça explique bien la situation où est Lyon actuellement. Moi, comme je t'ai dit, je suis clair et net. Bon, moi, je peux donner des analyses au niveau technique. Bien sûr, non. Il est en train de tourner là déjà? Oui. L'ouverture normale, c'est 0h30. Ouais, au-delà, il faut demander une autorisation d'ouverture tardive à titre exceptionnel, et puis voilà, comme n'importe qui. Et ça se demande au service c'est Jean-François Mermet, l'élu, et c'est Madame Berger au niveau de la ville. Mais ça, c'est tout dit. Occupation de domaine public, formalité. Voilà, c'est au service de police administrative auprès de la mairie, et puis voilà. D'accord. Donc, il téléphone là-bas, il y a une demande. Il y a des documents qui sont faits, et puis voilà, puisque c'est bien précisé, c'est de location à 0h30, la permission fixée à 2 ou 3 heures du matin en plus, normalement. Alors si c'est jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, bah, il faut demander cette autorisation. Elle est accordée, elle n'est pas accordée, ça c'est un autre débat. Il aurait dû faire la demande d'autorisation d'ouverture tardive, ce qui n'a pas été fait en temps voulu. Et ça n'est seulement que lors de la réunion courant janvier, je ne sais plus, c'est autour du 19 janvier, quelque chose comme ça, quand je regarde ça, qu'au cours de la réunion, puisque moi j'ai provoqué une réunion, quand j'ai vu comment les choses se débrouillaient, excusez-moi, oui, que j'ai vu comment les choses se déroulaient, j'ai dit il serait peut-être quand même bien d'organiser une réunion avec l'ensemble. C'est pas une réunion à la préfecture ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir avec ça. Non. Moi, j'ai jamais eu de réunion, moi, à la préfecture. Par contre, moi, j'ai organisé une réunion ici avec l'ensemble des services concernés. Il y avait une vingtaine de personnes, d'accord. Et au cours de cette réunion, il a été dit par la ville qu'effectivement, il devait y avoir normalement une demande d'autorisation d'ouverture tardive, ce qui n'avait pas été fait. Donc, ils l'ont fait sur le moment. Voilà, moi, après, c'est dans le circuit, c'est dans les tuyaux. Moi, je ne maîtrise plus les choses. C'est normal que pour des manifestations, quand même, où il faut reconnaître, et qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas, où il faut reconnaître que c'est sensible. Ah oui, non, parlons même. Il faut reconnaître que c'est sensible. Histoire de drogue. Voilà, bon. Mais sans faire non plus aussi, sans tomber dans une espèce de parano systématique, attention, hein. Mais où c'est sensible, c'est normal qu'ils se renseignent aussi lorsqu'ils ont une autorisation à donner, parce que là, cette autorisation, c'est le maire qui engage sa responsabilité. Si nous sommes avec André promoteur d'une soirée techno, tu nous déconseillerais de faire un dossier actuellement? Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout, ça dépend quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillerez. Ah. C'est vrai aussi, attends, mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, si tu as, je sais pas, mais mettons, si tu as M6, TF1, qui chapeautent et qui sont les promoteurs, les partenaires de ce type de manifestation, je pense qu'au niveau des responsables institutionnels qui ont à prendre une décision, c'est quelque part, qu'on le veuille ou non, un garant supplémentaire
du bon déroulement de ce genre de spectacle, parce que ces institutions elles-mêmes, elles n'ont pas du tout intérêt à ce que ça se passe mal. D'accord ? Elles ne sont pas là, à ce moment-là, uniquement pour faire du fric. D'accord ? Il y a leur image qui est importante aussi là. Donc, quelque part, ça peut être un élément supplémentaire. Et puis, en tout état de cause, on est dans un pays démocratique, donc tu peux très bien faire une demande, et puis à ce moment-là, ça suit son cours. Il y a une autorisation, il n'y a pas d'autorisation, tant pis, il n'y en a pas, puis voilà. Voilà. Quand même, quelque part, tu vas faire un peu plus parler que ce que j'avais dit. Oui, je crois qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est terminé. Ah bon, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut être non, mais non, je t'en enverrai une copie. Tu m'enverras une copie quand même. Tu es sympa. Non, parce que tu sais, il faut être clair aussi, là, quelque part. C'est toujours rouge, là. Ça a été. Donc, vous avez demandé un petit document préparatoire, justement. Voilà, oui, ça. Donc, pour vous, c'est bonne chose. Le G7, ça vaut le coup. Ça peut pas faire de mal, ouais. Bon. Non? Bah ouais. Oui. Vous pouvez le dire que le G7, c'est une bonne chose? La phrase. Pourquoi Yoshi? C'est parce que vous le pensez. Oui, je pense que le G7 est une bonne chose pour Lyon. Oui. Eh ben voilà, c'est bon. On veut des témoignages francs et nets. On l'a, celui-là. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, en tout cas. Allez, arrête, André. Non, arrêtez. Allez. Bonjour. Vous voulez que je vous mette de la lumière? Avec beaucoup de plaisir, oui. Ils vont arrêter bientôt, ici. Oui, bon, nous on est arrivé à faire une expo là. Voilà, c'est ça, hein. Puis après, je pense que c'est bon. Et après, ça va fermer. Après, ça va fermer. On va peut-être essayer de refaire une expo encore. Oui, en gagnant une petite après, ouais. Bon, je vous allume. C'est fou, merci beaucoup. Voilà un endroit que l'on connaît depuis l'ouverture de ce monumental échangeur de Perrache. Donc pour nous, dans les années 70, ici, c'était le musée d'art contemporain un peu. L'espace lyonnais d'art contemporain, ça s'appelait. Et ben, vous avez entendu la dame gentille qui nous a ouvert la porte. Ça va fermer, ça. Alors c'est-à-dire qu'on avait déjà un espace qui était modeste, facile à gérer, où on pouvait faire de l'art contemporain. Non, on est allé là-bas dans la Cité internationale, créer un musée pour lequel on n'a aucune certitude d'avenir. Et là, on a cet endroit qui était génial, où on a vu plein d'expos formidables ici. Ben, la dame nous l'a dit, bon, ça va bientôt fermer. Donc voilà, nous sommes toujours à l'ELAC, quoi. L'espace lyonnais d'art contemporain, ben, fini. Ici, la chapelle du lycée Ampère. Un endroit assez étonnant. Depuis des années, la ville de Lyon a promis que les travaux seraient faits pour que l'on puisse y organiser des concerts de jazz. Des années que ça dure. Donc la ville de Lyon, vous voyez par exemple, c'est un chantier énorme ici. Apparemment, il y a 3 personnes dessus. Donc ça fait des années que la ville nous bassine avec ce chantier qui n'avance pas. Alors ici, nous sommes place Bellecour, l'une des grandes fiertés lyonnaises, et surtout une particularité, cette place Bellecour, c'est la plus grande place vide d'Europe après la place Rouge, en admettant que la place Rouge soit en Europe. Et alors, cette place, il y a un poète lyonnais qui s'appelait Jean Reverzy, l'a parfaitement dénommée comme étant la place des angoisses. C'est-à-dire qu'elle est très mal utilisée. C'est typiquement lyonnais, cette place, elle sert pratiquement à rien. Regardez, la rue de la République est là-bas. Et donc, les gens traversent cette place comme ça en diagonale et ils vont rue Victor Hugo. Et alors là, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose d'interdit. Je la traverse dans l'autre sens, la place. Ça fout un bordel incroyable.
des fouilles, des vestiges gallo-romaines qui ont été soigneusement camouflés sous une plaque d'égout. C'est une ville qui est plus secrète qu'ésotérique, et c'est une ville qui cache plus des culottes sales que des histoires troubles. Alors voilà, ça aussi c'est une très belle arnaque, mais enfin il n'y a pas qu'à Lyon que ça se fait, hein, grâce à la famille Schlumberger qui a dû concevoir tout ce beau matériel pour nous prendre notre pognon. Un jour, la ville s'est arrogé le droit de confisquer en quelque sorte les trottoirs. Je ne sais pas si c'est tout à fait d'ailleurs légal, hein, cette histoire de machin. Je ne sais pas si la ville a le droit de s'approprier la commercialisation des trottoirs. Gros problème. Je mets mon petit ticket là, pour monsieur l'agent. Je ferme soigneusement parce qu'il y a des voleurs aussi. Hop! Il y a absolument... Il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec l'histoire même de l'Institut Lumière, c'est-à-dire que d'un côté on s'est arrangé pour en faire une espèce d'institution, effectivement, et en même temps on a complètement loupé la revendication de l'apparition du cinéma dans cette ville. Ça n'existe toujours pas. Toujours pas. Là, je reviens d'Allemagne, où justement je suis dans un projet qui est un projet de film. Les gens qui sont des professionnels de film ne savent pas que le cinéma a été inventé à Lyon. Et les frères Lumière ont vraiment inventé le cinéma. Ils l'ont diffusé en salle. Edison, qui a fait des films 2 ou 3 ans avant les Lumières, ne les a pas projetés, ne les a pas montrés. Et c'était là le truc. C'était ça ce qu'il fallait trouver. Pourquoi est-ce que c'est pas resté plus activement à Lyon? Écoutez, il a donné une interview au Progrès de Lyon en 1914, je crois, qui est très clair, où il dit il n'y a pas d'acteurs ici, il n'y a pas de concurrence, j'ai pas de scénario, je suis pas directeur de comédien. À Paris, où il y a sans arrêt une loi de l'offre et de la demande, c'est un papier définitif. Il n'y a absolument rien d'autre à dire. Donc le cinéma n'est pas resté à Lyon. On a fait toute une pétition avec des milliers de signatures, vraiment, pour dire l'Institut Lumière a de moins en moins de subventions. Comment ça se fait? On demande honnêtement et bien poliment au maire Francis Cocolon de bien vouloir décrocher son téléphone pour dire à Paris mais est-ce que vous ne pouvez pas rétablir au moins les subventions de l'époque? C'était quand même pas un crime ni de lèse-majesté, ni de... Bon, or il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Moralité, moi je rencontrais des gens, je me souviens bien, par exemple, d'un homme qui travaillait au ministère de la Recherche scientifique, et qui me dit il y a 10 villes en France dont les maires et les responsables savent avant moi quand il va y avoir des crédits pour la recherche scientifique. Donc il me téléphone en disant dites donc, on a entendu dire que bientôt vous n'oubliez pas notre hôpital. Puis il y a une 11e ville à laquelle moi je téléphone en disant dites donc, j'ai des crédits pour la... Vous n'en voulez pas un peu? Vous savez comment elle s'appelle cette 11e ville? Lyon. Vous l'avez dit. Derrière moi, le fameux Institut Lumière dont nous parlait Bernard Charder. Voilà ce qui reste de l'héritage Lumière à Lyon, la maison familiale, tout simplement. Bien. Je vais vous répondre sur 2-3 questions sur le G7, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire du G7 à Lyon? Moi, je pense que ça va faire travailler du monde. Par exemple les hôtels, les commerçants, ça va faire travailler du monde, c'est bien. Et puis au moins, ça fait connaître au moins la ville de Lyon. D'accord. Moi, je trouve que c'est bien aussi. D'accord. Au niveau de l'image. Oui, il fallait quelque chose de grand. Hein. J'espère qu'il y aura plus de monde qu'à Lille. Je sais pas si les grands de ce monde se rendent compte de la difficulté, quoi. Bon. Mais tu crois qu'on est parti l'année prochaine pour que ça s'améliore, alors? Ben, je pense que c'est ces messieurs qui viennent pour régler les problèmes. Je veux dire que c'est régler les problèmes du monde, quand même. Ouais. Est-ce qu'ils vont les régler? Je pose la question. C'est l'espoir, quand même. Bon, je veux dire que ça commence à devenir long, d'attendre demain, ça ira mieux, quoi. Si les choses sont si graves, si ce qui se passe en ce moment est tellement désolant et désespérant, c'est aussi parce qu'il n'y a pas
réellement d'alternative. C'est qu'il y a personne n'a de pouvoir, profondément. Sinon, le gourou endormi qui mène, c'est vrai, qui lui, de toute façon, méprise tout le monde et continue à mener son jeu. On ne sait pas pourquoi, parce que quand même, qu'est-ce qu'il peut espérer? La devise de la maison d'Orange, c'est je maintiendrai, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une traduction française qui est je me maintiendrai. Évidemment, depuis, disons, 40 ans, une période dans laquelle il a eu son activité intellectuelle, effectivement, il n'a pas de raison de changer, puisqu'il est sûr à peu près qu'il finira toujours par avoir raison à un moment donné, puisque ça fonctionne par cycle. C'est ça, les Et puis le reste du temps, on hiberne, on dort jusqu'à ce que les temps redeviennent plus favorables. Là, je pense qu'il doit y avoir un côté... Il doit y avoir un côté dans cette espèce d'accession à une sorte de petit royaume à part qui est Lyon, une sorte de sentiment de revanche sur toutes sortes de déconvenues philosophiques qu'il peut avoir. Parce qu'en réalité, c'est vrai que la philosophie qu'il incarne ou qu'on peut imaginer, elle est quand même complètement obsolète. Tout le monde le sait, je crois. Et faire comme diagnostic, ce diagnostic catastrophique qui fait sans arrêt, c'est pas parce qu'il y a une situation de crise, c'est parce que son analyse est fausse, donc il est obligé de constater que ça ne coïncide pas. La catastrophe, c'est simplement que ces idées ne coïncident pas avec la réalité, c'est pas que la réalité soit catastrophique en soi, la réalité, elle est comme elle est. Voilà, on s'arrête là et nous n'avons pas l'impression d'être des vilains garçons, mais nous aurions pu vous causer de plein d'autres choses qui font partie des curiosités lyonnaises. Par exemple, la concession de TLM accordée à la Compagnie Générale des Eaux, ou encore les travaux de réfection de l'Opéra de Lyon, ou encore de la démolition de l'échangeur de Perrache, ou encore de cette fumisterie du CEC, le Centre Européen du Cinéma, ou encore de Madame Barre qui n'aime pas Lyon, ou encore des Hugues, etc.